Oui. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus fidèles à une convocation conjointe, bien sûr, sur une programmation d'un travail, des travaux sur la future loi d'avenir. Mais avant de rentrer dans le débat, peut-être passer la parole à M. Damien Trévaux, qui est le directeur du site ici, qui nous accueille. Et d'abord le remercier parce que un coup de fil, l'organisation, tout est calé de façon gracieuse. Donc je vous en remercie. Mais sincèrement, et du fond du cœur, parce que c'est la réactivité et la spontanéité de votre engagement a été immédiat. Et pardon, ça c'était le premier. Et je voulais aussi accueillir, excusez-moi, à ma droite, monsieur le nouveau préfet, monsieur Durand, préfet de la Haute-Garonne et de région, donc qui est arrivé deux semaines, 10 jours, enfin, il y a quelques jours, pardon. Et bien sûr, Ghislaine Larquier qui représente la région, puisque Vincent Lavarde qui devait participer à nos travaux a eu un empêchement ce matin de dernière minute, et donc c'est Ghislaine qui fera la réalisation, et bien sûr notre directeur régional Florent Gull, notre DRAF, et bien sûr la directrice de la Chambre régionale et le directeur adjoint Cécile Beaugelade et le directeur adjoint Christophe Cossé. J'arrête, monsieur Trévaux, à vous, et en vous remerciant encore une fois. Merci, monsieur le préfet, monsieur le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil économique, social et environnemental, monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture Occitanie, madame la directrice, mesdames et messieurs élus et responsables professionnels, je suis, au nom de l'ANSFEA, ravi d'accueillir ce moment, et pour faire écho aux propos du président il y a quelques instants, dire que c'est peut-être une des caractéristiques du monde agricole, avec un grand A, de cet écosystème, que d'être agile. Vous avez l'habitude, vous, d'être agile avec la météo, et je crois que nous, dans nos organisations, on se doit de l'être aussi. L'ANSFEA qui vous accueille a un acronyme imprononçable et sûrement impénétrable. En quelques mots très brefs, vous dire que c'est une école d'enseignement supérieur agricole qui fait partie de la conférence des établissements d'enseignement supérieur et qui a pour quasiment vocation unique de former les enseignants des lycées agricoles, publics et privés, et à ce titre qui se sentent très concernés par les travaux qui vous réunissent aujourd'hui. Vous parlez de gratuité, mais on est dans nos missions, c'est-à-dire que dès lors que notre ministre nous demande de réfléchir aux enjeux qui nous concernent tous, vous directement dans les métiers de l'agriculture et nous dans les métiers de la formation aux métiers de l'agriculture, on ne peut que se mettre à disposition d'un tel dispositif. Vous êtes arrivé probablement par une allée en pente, en descendant vers le site, en vous disant pour certains que c'est agréable. Alors c'est agréable, mais c'est un tout petit bout du site sur lequel nous sommes. Et c'est pour ça que je trouve que cette réunion ici a beaucoup de sens, puisque ici, vous êtes entré par l'ANSFEA, que je viens de vous présenter brièvement. Mais sur la partie de gauche et du bas, vous avez l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Ozeville, qui offre toutes les voies de formation par apprentissage continu et scolaire du CAP au BTS et à la licence pro. Vous avez juste à côté, derrière un petit grillage, mais qui est toujours ouvert, l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Un peu plus loin, mais à peine plus loin, vous avez les services de la Chambre régionale d'agriculture, vous avez aussi la coopération agricole, et puis dans ce périmètre aussi, vous avez l'INRAE. Je crois que c'est cet ensemble très cohérent de cités vertes au service de l'agriculture est quelque chose d'assez unique en France, et donc ça donne beaucoup de sens.
D'ailleurs, nous avons des partenariats très forts avec une ambition de construction de tiers-lieux, ou en tout cas de lieux ouverts à la fois aux professionnels, aux étudiants, à la société civile, à la recherche, aux enseignements. Et nous y travaillons de manière très active, les entités que je vous ai décrites. Un élément constitutif peut-être de la particularité du site, je vous ai parlé de l'INRAE, mais bien sûr 2 établissements d'enseignement supérieur, donc il y a de la recherche ici. Et ce qui est nouveau dans la recherche, alors les gens qui ont mon âge, quand on était à l'école, la recherche, on trouvait qu'ils s'emparaient de sujets qui étaient particulièrement éloignés de nos préoccupations immédiates, ou en tout cas qui étaient des aspects de niche. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire en tant que directeur d'une école dans laquelle il y a 32 enseignants-chercheurs, c'est que leurs travaux sont directement en prise avec vos problématiques, et bien souvent d'ailleurs en lien avec vous. J'ai quelques exemples en tête, je vois un représentant de la fédération laitière, et je pense qu'il y a des travaux en particulier sur la transition agroécologique dans les élevages laitiers. Enfin, un certain nombre de choses de ce type-là. Pour terminer, vous dire que l'école que je dirige, au même titre que les autres écoles d'enseignement supérieur, nous sommes associés à cette concertation en ayant des représentations dans les groupes de travail nationaux. Nous avons déjà eu 2 séances de travail dans l'atelier dans lequel je participe, atelier qui s'appelle Orientation-Formation. C'est un peu naturel pour moi, même si, à titre personnel, je suis particulièrement intéressé par les questions de transmission-installation et les questions d'adaptation au changement climatique. Pour autant, cette question d'orientation-formation, je me permets de vous faire une note peut-être d'ambiance de cette affaire. Donc d'abord, une concertation qui se passe très bien, avec des contributions plutôt riches de la part de toutes les composantes de la concertation. Mais par contre, une forme de frustration de ma part, parce que je trouve que ça manque d'ambition. J'en suis co-responsable, puisque je suis membre du groupe. Donc c'est une autre manière de vous dire que, comme on est dans la concertation, c'est peut-être à ce moment qu'il faut avoir assez peu d'inhibition et de tabou, et au contraire qu'il faut essayer d'être ambitieux pour notre agriculture en tant qu'écosystème, pas seulement l'agriculture de production. En tout cas, bienvenue, Monsieur le Président, et bons travaux. Merci. Merci, Monsieur Trémont. Donc là, maintenant, moi, je voudrais donc redire, mais je l'ai déjà dit longtemps, mais donc accueillir, bien sûr, Monsieur le Préfet Pierre-André Durand, donc, qui est notre préfet régional et pour la Haute-Garonne. Mais vous remercier tous, donc Gisèle, qui n'est pas encore vice-présidente, donc qui remplace le vice-président, et Gisèle, pardon, qui est bureau... qui est administratif, je dirais, mais qui n'est pas encore passé du côté des élus, ça peut le faire, mais on ne va pas défrayer la chronique. Donc, vous remercier tous et toutes, je l'ai dit. Remercier d'abord les représentants des chambres d'agriculture et du syndicalisme, puisque cette réunion aujourd'hui est programmée je dirais à l'instar du syndicalisme, donc Philippe Jouglat de la FRSA et Romain de Loustal des JH, pareil là-bas. Bien sûr, les présidentes ou présidentes de Chambre d'agriculture, je vois les Niches, Magali, je vois les PO là-bas, les Christian qui représentent les PO, et j'en oublie certainement, l'Ordre, j'ai vu Xavier Polony, j'ai vu la directrice, enfin, peu importe, je ne vais pas tout vous citer, sinon je vais en oublier. Remercier aussi la coopération agricole qui est membre du CAF, et donc le Conseil d'agriculture française ou régional au niveau quand on se réunit, où on a déjà travaillé. Donc vous remercier bien sûr tous et toutes, mais j'en ai oublié, mais excusez-moi, bien sûr le service d'enseignement de l'administration, et donc formation, et bien entendu nos salariés des chambres et départementales et régionales qui sont avec nous. Donc voilà, qui sont avec nous et qui seront avec nous sur la réunion de cet après-midi, bien sûr, et les réunions de synthèse, dont j'espère que ça va se passer dans beaucoup de volonté d'envie, j'ai entendu en termes de, puisqu'on est sur une loi d'avenir, mais avec
pas de passion excessive. Chacun peut avoir des idées, mais qu'on ait la sagesse d'avoir au moins un minimum de respect mutuel. Voilà, je dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, autant que je le dis, au moins comme ça, on peut désamorcer ou pas. Voilà, donc une concertation de la Chambre régionale d'agriculture a été mandatée pour animer, donc au niveau régional, donc c'est une inclinaison du national. J'étais encore pas hier à la Chambre d'agriculture France. Il y en a qui étaient en visio, Magali était là, donc pour parler bien sûr de ces travaux qui sont une déclinaison d'abord du national. Il y a des réseaux, nos réseaux respectifs des uns et des autres se réunissent en ce moment au niveau national, et après nous avons l'obligation, pas l'obligation, mais nous avons à faire entendre nos différences, nos particularités au niveau régional qui sont comparées à la Normandie, sont peut-être différentes de Normandie parce que monsieur le préfet vient de Normandie, donc le climat n'est pas le même, voilà, et les pratiques ne sont pas les mêmes, on est plutôt dans le sud avec beaucoup de souplesse et de rondeur dans nos propos. Je ne sais pas les gens de Normandie comment ils sont, je fréquente régulièrement Sébastien Windsor, le président que vous avez pratiqué, monsieur le préfet, donc voilà, donc, qui est le président de la Chambre d'agriculture en France, qui est quelqu'un de déterminé, de convaincant. Et d'ailleurs, le remercier à ce titre-là, puisque les chambres d'agriculture, on est passé à côté de la catastrophe, je dirais, financière, donc avec ce que ça aurait pu avoir comme impact, et on a été plutôt hyper défendu par un couple président bien sûr Sébastien Rousseau et Isabelle Schmidtien, la directrice qui a œuvré ici pas loin parce qu'elle a été directrice de l'école Veto pendant quelques années ici. Donc voilà, donc, et à force de persuasion, je dirais, de nos réseaux respectifs et du président en particulier, est arrivé que la situation soit la moins mauvaise pour nous en termes d'orientation, financière, mais avec un contrat d'objectifs, avec des objectifs à respecter, et en parlant de ça, nous avons une rédaction à faire sur la loi à venir, donc, et la particularité, c'est que c'est la Chambre régionale qui aura la rédaction derrière, la finalité de l'acte rédactionnel, quand on aura fait nos réunions, une plénière de synthèse qui aura lieu, sauf le 19 avril, donc la date est déjà arrêtée, pour pouvoir après faire remonter, puisqu'il va y avoir des discussions avec nos réseaux respectifs nationaux, et cela sera fait, je crois qu'il faut qu'il y ait rendu mi-mai ou fin mai ou plus tard. Voilà, pour une concertation donc régionale, je l'ai dit, donc pour se projeter sur l'agriculture, ce que pourrait être l'agriculture régionale horizon 2040, donc on se projette un peu loin, pour certains, peut-être il y aura la retraite, pour d'autres ils seront encore en activité, mais vous dire qu'on a quand même, on a ce challenge à relever parce qu'il faut toujours anticiper, et moi je voudrais d'abord, avec un peu de recul, et de hauteur ou de distance, regarder ce qu'ont fait nos prédécesseurs, donc c'est pas ce qu'ont fait nos prédécesseurs en termes d'organisation agricole, quand on le regarde par rapport aux autres organisations professionnelles, que ce soit le crédit agricole, la mutualité agricole, les chambres d'agriculture, le syndicalisme, enfin, tout ceci a été hyper organisé par nos prédécesseurs de façon visionnaire, et donc nous, je ne veux pas dire qu'on va essayer de leur ressembler, mais on va modestement amener notre pierre à l'édifice pour cet exercice qui nous est demandé. Donc une adéquation sur les travaux de prospective qu'on avait déjà commencé au niveau chambre régionale, puisque André Cascard n'est pas là, je ne l'ai pas vu, enfin, je ne sais pas s'il dit, mais bon voilà, il y avait, c'est Jean-Claude qui l'initiait, Jean-Claude Huc, il y avait quand même Climagri qui avait, il y avait des travaux qui avaient commencé d'abord à Midi-Pi, René, repris bien sûr quand la fusion a eu lieu, donc une étude de Climagri qui était là pour se projeter et essayer d'organiser ce que pourrait être, avec 3 ou 4 scénarios, ce que pourrait être une agriculture productive, de qualité, mais je le dis bien productive, on n'est pas là pour prôner la récession
Et la régression, c'est pas ça. On était plutôt sur un prospect ambitieux et c'est ce qui avait été, rédigé et donc diffusé à tous nos réseaux. Donc rappelez aussi que le réseau des chambres d'agriculture avait choisi comme fil rouge, je dirais, de cette mandature, donc, qui est en activité, je le redis, agriculture productive certes, et territorialisée avec monsieur le préfet. Le premier mot que quand on s'est vu le jour de votre arrivée, il m'a dit, je passerai vous voir, hein, vous avez 3-4 sujets, et oui, avec grand plaisir, bien sûr, monsieur le préfet, quand vous accueillera, mais le premier, ça a été l'eau. Ah, mais vous aussi. Donc, écoutez, moi, vous me posez la question, je ne dis pas que l'eau c'est la vie, c'est la réalité, mais c'est à chaud, sans rien de préparé, de façon spontanée, monsieur le préfet, ça a été la réaction, et vous, votre réponse aussi a été la même réponse, mais vous aussi, vous me parlez de ça. Donc, un sujet quand même qui est central, qui sera central dans notre stratégie, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais c'est que c'est quand même une vraie question, d'abord de société, et bien sûr après pour ce qu'on représente pour la partie agricole, mais avant d'abord pour la société. Donc une gestion d'eau qui devra être sécurisée, alors certes il n'en tombe pas beaucoup, on ne va pas rentrer dans le débat, adapter aussi nos systèmes de production en fonction des évolutions et du climat et des évolutions administratives, je dirais, enfin administratives ou les demandes sociétales, pardon, une stratégie aussi autour des énergies renouvelables. Hier, on était en visio, enfin moi j'étais à la PCA, Magali était avec moi en visio sur la problématique de l'énergie dans sa globalité, au niveau des réseaux chambres d'agriculture, qui est une catastrophe et un impact majeur et massif en termes de finances pour nos exploitations, nos entreprises agricoles, etc., etc. Donc là, une vraie question avec est-ce que le territoire il est fait pour faire de l'énergie ou pour faire nourrir nos habitants. Nous sommes 6 millions, madame la représentante de la région, 6 millions d'habitants dans cette grande région qui font que croître d'une année sur l'autre. Donc on augmente chaque année de 50 000 habitants par an, comme Albi qui va être le centre bientôt, j'ai entendu à la radio. Développer l'installation, puisque l'installation, mais quand je dis installation, c'est le transfert du foncier, mais c'est le renouvellement des générations, mais c'est aussi la passation du foncier, la vraie vaste débat avec un foncier qui est de plus en plus convoité pour X raisons. Et là, un vrai chantier, donc l'atelier, je crois qu'il y a numéro C1 ou 2, qui sera, ou 3, peu importe. Mais pour moi, j'ai le même, oui, les jeunes, je suis plutôt... voilà, donc c'était un vrai sujet pour renouveler tous ces actifs qui vont devenir un peu moins actifs et comment on arrive à transférer ces exploitations et puis quand même autour de ça, il y a quand même la partie, une notion d'économie. Alors moi je veux bien qu'on environnementalement on soit les plus vertueux, il n'y a aucun problème là-dessus puisque c'est l'agriculture qui a toujours donné le là, qui a toujours donné on n'a aucun complexe sur ce côté-là, mais il faut quand même aussi se dire qu'on a deux niveaux. D'abord une économie, on espérera si on a une économie qui se respecte, avec des revenus attractifs ou intéressants pour nos agriculteurs, nos agricultures, sans les opposer, je préfère le redire, ça et là, il y a bien quelques soubresauts, c'est nos agricultures sans les opposer, et dans ces agricultures-là, aussi, il y a certes la proximité, mais pas que. Je vous rappelle le chat. Vous ne pourrez pas voir dans cette grande et belle région tout le vin qui est produit pour le moment, même si je sais que dans certaines autres régions, il y a un peu d'excédent, mais ce n'est pas trop notre cas. Majoritairement, ce n'est pas trop notre cas, mais vous dire que ces marchés-là, moi j'arrive de Paris, là, il y a un salon important au niveau viticole, Wine Paris, on pourra pas, donc il faut qu'on pense à l'export, c'est pareil pour les grandes cultures, c'est pareil pour l'élevage. Alors après, bien sûr, approvisionner de façon locale des produits de qualité à proximité, bien sûr que c'est une nécessité, mais il n'y a pas que, voilà, donc il faut que faisons manger de la viande toulousaine,
de Lozère, pardon, de Lozère que je dois excuser parce que j'ai eu la présidente ce matin. Les Lozériens, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, ils sont voilà, il fallait que je les excuse, j'allais le mettre. Donc voilà, mais j'ai vu une Aveyronnaise ou de l'Aveyron, enfin peu importe, mais faisons manger à Toulouse ou à Montpellier de la viande de cette grande région, ce qui n'est peut-être pas, me dit-on, le cas tous les jours, donc, ou surtout de façon, ou du temps, pardon. Sinon, M. Hugues va me. Voilà, donc ça fait partie de cette stratégie. Donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit collectivement, dans ce cadre de concertation, répondre à deux impératifs. Premier impératif, on doit élaborer des propositions en s'appuyant sur un travail, je dirais, partenarial de nos réseaux menés dans notre région et dans le cadre, 1, des assises de l'enseignement agricole, 2, du Varenne et de l'eau, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas refaire la réunion, on ne va pas faire les réunions, en plénière, on ne va pas faire la réunion, car là, le temps de la concertation est relativement contraint et on a quand même des travaux qui ont déjà été réalisés. On a aussi un devoir, un impératif de qualité pour concentrer nos réflexions sur sur un nombre limité, donc on va sur des propositions réglementaires. Bon, après peut-être Philippe ou Romain dans les réunions, des propositions réglementaires, législatives ou financières dans chacun à travers chaque groupe, nos trois groupes, si on veut espérer que notre voix, je dirais, Occitanie, soit entendue au niveau national. Donc, on y œuvrera, mais de grâce qu'on arrive à décanter de 3-4 stratégies, orientations au niveau de notre région, et après on verra comment nos réseaux peuvent les faire reprendre, et s'ils ne veulent pas les reprendre, on les reprendra à notre façon, avec nos mots à nous. Mais je ne pense pas ça ne se passe pas comme ça. Pour accepter, et voilà. Donc, et après, moi ce que j'attends de vous, donc, parce que c'est ce que nous attendons, pardon, à tous les participants, c'est d'abord d'être, mais je l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit certes et constructif et plutôt synthétique dans les prises de parole, parce que sinon on va y laisser, et qu'on ne va pas, je dirais, c'est pas ici le tremplin, on n'est pas, pour faire clair, on n'est pas en campagne électorale, on n'est pas là, c'est pas le tremplin pour faire de la mousse là où il n'y en a pas. Donc que les choses soient claires. On peut débattre des stratégies, on débattra des orientations, point. Ce n'est pas le sujet central de faire des vagues là où il n'y en a pas. Et vous dire que, bon, sans préjuger les conclusions de nos travaux, mais je vous le disais tout à l'heure, qu'on puisse arriver à mi-avril, d'essayer, alors c'est Christophe le roi de la réaction, c'est une charge qui est facile, donc c'est pour ça que, comme il est jeune, nouveau directeur, de faire la synthèse des ateliers, donc, et pour qu'on ait 4 ou 5 sujets maxi à faire remonter, et voilà, donc et souhaiter et espérer que nos travaux permettront d'avoir une agriculture toujours dynamique, parce qu'on n'est pas là c'est pas le tremplin de la sinistrose ou on n'est pas là pour venir ressasser ce qui ne va pas, on est là pour avoir des devants et le plus lointain possible. Alors je sais qu'il y a des difficultés, mais on n'est pas là, on ne va pas faire l'énumération de ce qui ne va pas. On est là pour se positionner, pour essayer de solutionner, parce que si c'est ça, bon, il n'y a qu'à se mettre dans le canal tout de suite, et puis c'est réglé, ou la Garonne, contre la Garonne, il n'y a pas trop d'eau. On se ferait mal. Pour le moment, peut-être qu'il va peut-être pleuvoir. Donc voilà, donc moi ce que je voulais simplement vous dire, c'est ça, c'est avoir la volonté d'être concis, prolixe, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'économiser, on peut avoir des réflexions, mais surtout qu'on puisse après les synthétiser et pour expliquer que dire en Occitanie, voilà ce qu'on veut, ou pas d'ailleurs, voilà ce qu'on veut, c'est ça, voilà, pas plus. Je pense que, je ne sais pas combien j'avais de temps prévu, mais moi pas plus. Voilà, peut-être, alors je ne sais pas comment c'est peut-être Gisèle, c'est toi qui, je peux passer la parole, et après, pardon, excusez-moi.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous prie effectivement d'excuser Vincent Labarthe qui a eu un empêchement de dernière minute et n'a pu se joindre à nous ce matin. Donc, monsieur le préfet de région, monsieur le président de la Chambre, cher Denis, messieurs et mesdames les présidents de chambres départementales que j'ai pu apercevoir, cher Florent, monsieur le directeur régional de l'agriculture, monsieur le directeur de l'établissement. Donc vous le savez, l'agriculture et l'agroalimentaire représentent le premier pilier de l'économie régionale. Donc en reprenant l'adage, cela à la fois nous satisfait, nous honore, mais cela également effectivement nous oblige. Cela nous oblige parce que cela représente un nombre d'emplois important, plus de 165 000 emplois sur notre région. Cela également nous oblige parce que nous sommes la deuxième région agricole de France avec des enjeux majeurs dans la mesure où notre agriculture est extrêmement diverse avec des problématiques qui peuvent être différentes selon les territoires. Vincent Labarthe a aussi eu le plaisir de recevoir donc, en novembre dernier le prix de meilleure région biologique d'Europe. Donc cela aussi démontre que nous sommes engagés, et je dis nous parce que ce prix doit être partagé avec l'ensemble des acteurs de ce territoire. Cela nous démontre que nous sommes aussi profondément engagés depuis maintenant fort longtemps dans une politique de transition agricole. Alors la région accompagne effectivement le secteur agricole fortement, vous le savez, puisque le budget régional consacré à l'agriculture est extrêmement important et représente en fait un investissement, un montant par habitant supérieur à 12 € par habitant, alors que la moyenne des régions régionales se situe environ à 5 € par habitant. Je ne vais pas continuer à décrire les bons chiffres que sont ceux de notre agriculture régionale parce qu'au-delà de ces points positifs, vous le savez, les enjeux restent pour autant importants et nous devons relever de nombreux défis et c'est pour cela que la région a souhaité être présente aujourd'hui aux côtés donc, des chambres et aux côtés également de l'État pour participer pleinement au pacte et à la préparation de la loi d'orientation d'avenir agricole. Ces défis, quels sont-ils ? J'en ai relevé 4 principaux, mais qui ne seront certainement pas exhaustifs. Le premier est celui de l'installation. Cela a été dit par Denis Carretier. Ce sera un élément clé, effectivement, des travaux qui vont nous occuper jusqu'à l'adoption du pacte et de la loi. On vit en Occitanie, comme partout ailleurs, malheureusement, un nombre de départ en retraite relativement important, avec donc une baisse de près de 14 000 exploitations en 10 ans. Pour autant, on a quand même un taux de renouvellement à 60% qui est légèrement supérieur au niveau national, mais nous ne pouvons en rester là. Il faut continuer, bien sûr, à agir sur ce point. Le deuxième défi est celui de la rémunération des agriculteurs. Nous échangeons régulièrement sur ce sujet, qui est particulièrement lié effectivement à la structure, au type de modèles agricoles ou des modèles agricoles qui sont ceux de notre Occitanie. Mais là aussi, malgré des efforts déjà accomplis, il nous faut continuer à poursuivre le chemin. Ensuite, le défi de la formation et du renouvellement des générations reste également un élément majeur, ainsi que le défi de l'évolution du modèle de production pour s'adapter effectivement au changement climatique. Nous le savons particulièrement, et la sécheresse actuelle nous le rappelle chaque jour, le territoire de l'Occitanie reste un de ceux qui seront le plus soumis effectivement aux aléas climatiques. Alors, la région est présente sur tous ces sujets, faisant preuve d'un volontarisme important. Pour autant, c'est par nos efforts conjoints que nous arriverons à relever également toutes ces problématiques. Sur le sujet de l'installation, s'appuyant d'ailleurs sur l'ensemble des travaux que nous allons mener, je peux déjà vous annoncer que nous sommes en train de travailler à un nouveau plan qui pourrait être présenté au mois de juillet avec l'objectif effectivement de continuer à maintenir cette approche globale que nous avons, en s'appuyant à la fois bien sûr sur les aides à l'installation, mais aussi sur le soutien aux structures accompagnatrices ou à des dispositifs innovants
tel que celui de la foncière agricole que vous connaissez et qui prend actuellement son ampleur. Sur le sujet de la rémunération des agriculteurs, nous soutenons fortement l'entrepreneuriat agricole, mais aussi avec le nouveau dispositif unique, nous espérons pouvoir avoir ici une approche au plus près des besoins des exploitants et de façon à s'adapter aux situations individuelles et aux problématiques que chacun peut rencontrer dans son parcours de développement économique. Sur la question de la formation, nous avons eu au mois de janvier, nous avons reçu en région les assises de l'enseignement agricole qui ont été un moment important, qui a permis de tracer une feuille de route et nous avons identifié des enjeux en termes de diversification des offres de formation, d'ouverture également sur de nouveaux champs et de nouveaux métiers, et puis sur la question aussi de la valorisation des métiers avec le témoignage de jeunes qui ont été particulièrement intéressants pour nous montrer combien ils tenaient effectivement à l'évolution de cet enseignement agricole. On se le disait en aparté avec Florent, en région nous avons quand même un plateau particulièrement intéressant avec plus de 63 lycées, 22 publics et surtout les meilleures écoles de l'enseignement au niveau supérieur, donc ici particulièrement avec l'ENSAT et l'ENSAT, mais également avec Supagro Montpellier, l'école de Purpoint ou encore l'école vétérinaire. Je crois qu'on ne se le dit jamais assez que nous avons ici des ressources importantes aussi pour accompagner le monde agricole. Et puis enfin, reste le sujet majeur de l'évolution du modèle de production. Nous avons pour cela, vous le savez, développé les contrats agriculture durable qui prennent totalement maintenant leur essor grâce à l'accompagnement aussi de nombreuses structures régionales et en particulier les chambres et qui nous le souhaitons en tout cas permettront de finaliser un petit peu le panel de l'ensemble des accompagnements régionaux. Je ne serai pas très longue, mais simplement ce que je souhaiterais en conclusion vous indiquer, c'est que la région souhaite bien sûr poursuivre son engagement dans la dynamique est déjà engagée au bénéfice du secteur agricole et viticole, puisque Denis l'a dit, le secteur viticole aussi connaît aujourd'hui des problématiques importantes. En tout cas, la méthode que la région souhaite mettre en place est celle de la proximité avec les territoires, la proximité avec les structures et les filières, mais aussi la proximité avec les agriculteurs eux-mêmes. Et c'est pour cela que le transfert des agents du FEADER que nous allons accueillir en région dès le 1er avril se fera dans les maisons de région, au plus près des acteurs du territoire. Et je vous l'indique, je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même une initiative spécifique de la région Occitanie. Ce n'est pas du tout les organisations qui ont été prévues dans les autres régions. Mais nous le faisons parce que nous croyons à la ruralité, nous croyons effectivement à l'approche globale de l'ensemble des dynamiques économiques locales sur le territoire. Et c'est dans ce souci-là que nous participerons aussi à ces débats pour apporter effectivement notre concours et écouter aussi toutes les suggestions qui pourront être utiles pour orienter les politiques régionales à l'avenir. Voilà, merci beaucoup et puis je souhaite que ces débats soient les plus fructueux possibles. Merci. Bien, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture, je vous remercie de vos mots d'accueil et des échanges que nous avons d'ores et déjà pu avoir. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous pour, je dirais, une de mes premières sorties occitanes et de la faire donc devant bien des professionnels et représentants du monde agricole. Je salue Madame la directrice représentant le vice-président du Conseil régional, Monsieur Labarthe. Mesdames et messieurs les présidents, présidentes, vice-présidents des chambres départementales d'agriculture, mesdames et messieurs les présidentes et présidents des organisations professionnelles, je salue notre DRAF bien sûr, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur le directeur de l'ENSFEA qui nous accueille dans ces
beaux locaux, enfin dans ce site, en tout cas bien adapté à l'enseignement. Merci, monsieur le directeur, de votre accueil, mesdames et messieurs. Donc c'est pour moi un grand plaisir de m'exprimer devant vous, je viens de vous l'indiquer, et de le faire spécialement à l'occasion du lancement de cette concertation régionale sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole initiée par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire le 7 décembre dernier, en étroite collaboration avec l'association Régions de France. Cette concertation régionale est copilotée avec le Conseil régional, et je salue donc la présence de Madame la directrice, et animée par la Chambre régionale d'agriculture, dont je remercie chaleureusement le président et ses équipes de direction qui sont aussi à la manœuvre. Et je renouvelle ma gratitude donc pour notre hôte, pour son accueil sur ce site dédié, il l'a très bien expliqué tout à l'heure, à la formation de formateurs, à la recherche, à l'innovation, qui constitue la clé de voûte de l'agriculture de demain. Donc je ne reviendrai pas sur tous les propos qui ont déjà été tenus. Pour la région Occitanie, deuxième région agricole de France, le renouvellement des générations est un véritable défi pour le maintien de l'activité agricole et pour assurer la souveraineté alimentaire du territoire régional et à plus grande échelle, celle du pays. Nous savons que la France vieillit. L'INSEE a d'ailleurs produit des études, des projections à 50 ans sur l'évolution de la population française. Je viens d'une région, la Normandie, qui à 50 ans perdra 500 000 habitants pour arriver dans une région qui à 50 ans aura gagné 800 000 habitants. C'est les ordres de grandeur qu'indique l'INSEE. Et à côté de ces grandes évolutions démographiques, eh bien évidemment, l'agriculture, elle, devra apporter sa contribution à ces évolutions, et on voit à quel point cela sera nécessaire dans une région comme l'Occitanie. Les travaux de ce jour donc s'inscrivent dans un contexte singulier que vous connaissez, une conjoncture difficile avec la guerre en Ukraine et une situation énergétique inédite qui conduisent à une augmentation de coûts de matières premières, des matériaux ou des carburants, un contexte de changement climatique tout à fait prégnant. Je ne vous l'apprends pas, la sécheresse de 2022 a été particulièrement intense et longue, et l'année 2023 s'annonce d'ores et déjà sèche, voire très sèche, au vu du manque de précipitations et du menton neigeux encore limité sur les Pyrénées. Donc cette thématique de l'eau qu'évoquait le président sera cette année, peut-être encore plus que l'année dernière, centrale, et il nous faudra d'ailleurs dans les années à venir continuer de travailler sur ce sujet, ce qui renvoie aux modèles et aux pratiques agricoles. Je dis agricoles puisque nous parlons agriculture ce matin. Et puis enfin des attentes sociétales qui augmentent en termes de qualité et de provenance des produits consommés. Alors je sais le monde agricole mobilisé, tout particulièrement en Occitanie, pour dépasser ces difficultés, pour proposer des solutions sur des sujets aussi structurants que l'installation des jeunes agriculteurs, la formation et la transition agroécologique pour une agriculture sobre en intrants et en eau. C'est pour relever ces défis qu'un pacte et une loi d'orientation et d'avenir agricole sont en cours de construction. Le président de la République et le gouvernement ont souhaité placer les territoires et les acteurs du monde agricole au cœur de ce projet de pacte et de loi. L'ambition est donc bien de définir collectivement les objectifs à atteindre et de se doter d'outils adaptés. Je voudrais rappeler brièvement les objectifs de cette journée. Le premier est de partager une vision commune sur les tendances climatiques, agricoles et de transmission d'ici 2040. Le deuxième est de préciser les modalités de mise en œuvre des leviers et outils proposés par le président de la République et ceux qu'il faudra créer. Le troisième est d'identifier les acteurs qui pourront mettre en œuvre ces politiques, outils ou mesures et les conditions concrètes pour que ces dispositions puissent répondre aux besoins des territoires et contribuer à renforcer la relation entre production agricole et société.
Le quatrième est de définir le niveau de réglementation nécessaire pour chaque outil et les conditions de leur mise en œuvre dans les territoires. Pour mener à bien ce travail collectif, vous ne partez pas d'une feuille blanche. Les réflexions et les références techniques compilées ces dernières années en Occitanie sont nombreuses. Les travaux conduits dans le cadre de la déclinaison régionale du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique ont permis de rassembler les éléments d'un plan régional d'adaptation de notre agriculture ainsi que des feuilles de route pour nos filières. Par ailleurs, les assises régionales de l'enseignement agricole 2022-2023 ont permis de bâtir le nouveau plan régional de soutien à l'enseignement agricole à horizon 2027 et d'acter les orientations prioritaires pour son développement en Occitanie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous représentez le monde agricole occitan du fait de votre expertise et de votre mobilisation en matière d'éducation, de formation, d'installation, de transmission et de transition agroécologique. Votre avis est donc essentiel. Vos témoignages viendront enrichir de manière pertinente les travaux nationaux pour répondre aux grandes problématiques locales et nationales au regard des enjeux, des spécificités, des dynamiques et des initiatives de notre territoire. 3 groupes de travail se réuniront cet après-midi, puis une seconde fois d'ici la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril. Les conclusions de vos travaux seront présentées devant cette même instance le 19 avril prochain, avant la rédaction d'un rapport de synthèse et d'une sélection de propositions qui s'attachera à tenir compte de la diversité des avis exprimés. J'ai demandé à Florent Gull, notre DRAF, qui me représentera lors de vos prochaines rencontres, de me tenir régulièrement informé de l'avancement de vos travaux. Je vous souhaite donc une concertation régionale riche, constructive, pour l'avenir donc de notre agriculture régionale et nationale. Je vous remercie. Alors, dans la poursuite des travaux, l'idée est de vous présenter les éléments d'organisation de cette concertation, à la fois les travaux du jour et les travaux à venir. Vous avez dans les documents qui vous ont été remis un certain nombre d'éléments, mais surtout vous avez accès, j'y reviendrai un peu plus tard, à un certain nombre de documents permettant, je dirais, d'alimenter ces éléments de concertation accessibles, que ce soit sur le site du ministère de l'Agriculture au niveau national ou sur le site de la Chambre régionale pour ce qui concerne la concertation au niveau régional. Le diaporama projeté aujourd'hui sera mis en ligne dès après cette journée, de manière à ce que vous ayez l'ensemble des éléments. Je ne vais pas revenir sur les ambitions de cette concertation, simplement indiquer qu'il y a 3 niveaux de concertation qui se déroulent en parallèle. La concertation au niveau national, avec un certain nombre d'ailleurs de participants ici qui participent aux 3 groupes de travail au niveau national. Une concertation régionale dont on lance aujourd'hui les travaux, et puis des consultations du public et des jeunes qui sont menées en parallèle, notamment par les établissements d'enseignement agricole. Concernant les enjeux, de la même manière, je ne vais pas revenir sur les enjeux qui ont été largement abordés dans les prises de parole. Bien préciser, donc, il y a 3 groupes de travail au niveau national, orientation et formation, installation et transmission, et le groupe 3 sur adaptation et transition face au changement climatique. Et que donc nous allons mener les travaux en déclinaison de cette organisation nationale cet après-midi par la première réunion de ces groupes de travail. Concernant le calendrier, les travaux ont été lancés début décembre au niveau national avec une réunion des premiers groupes de travail au niveau national courant janvier. Nous avons la charge au niveau régional de réaliser la concertation avec l'ensemble des parties prenantes dans un temps très contraint, donc d'ici fin avril, de manière à être en capacité de faire remonter nos propositions de manière à alimenter les réflexions des groupes nationaux. Cette remontée se fera de 2 manières.
une alimentation au fil de l'eau, avant la plénière de restitution, pour indiquer les propositions qui émanent des travaux des groupes de travail, de manière à ce qu'on puisse alimenter au fur et à mesure les groupes nationaux des propositions qui émergent de la concertation régionale. Et de manière très formelle, à l'issue de la deuxième plénière de restitution, nous communiquerons un nombre limité de propositions. Le guide de la concertation, donc, qui cadre l'organisation de cette concertation régionale, nous impose un exercice très compliqué de 5 propositions par groupe thématique et par région. Alors, je pense que nous pourrons plaider l'étendue de notre région pour peut-être déborder un peu au-delà des 5 propositions, mais je crois que cet exercice de concentration et de faire un nombre limité de propositions est important à retenir. Avec l'idée donc que les travaux au niveau national se terminent fin mai et une rédaction des éléments du pacte et de la loi d'orientation attendue d'ici l'été. Comme je vous le disais, vous avez un certain nombre d'éléments, je dirais, qui permettent d'éclairer les débats à disposition. Des éléments produits au niveau national par le ministère de l'Agriculture en lien avec l'ARF et Chambre d'Agriculture France, avec une note de problématique, des fiches repères sur 23 thématiques précises qui permettent de donner les éléments de contexte et de perspective, un certain nombre de guides et de documents. Donc vous avez le lien et puis un QR code pour pouvoir y accéder si vous le souhaitez dès aujourd'hui. Au vu de la masse d'informations, on a fait le choix de ne pas imprimer l'ensemble de ces documents, mais vous pouvez y avoir accès de manière intégrale. Deuxième élément, vous avez des éléments qu'on pourra compléter au fur et à mesure de la concertation d'initiatives régionales, un certain nombre de fiches repères qui ont été déclinées par la contribution en grande partie des services de l'État sur ces fiches repères nationales, donc avec l'intégration d'un certain nombre d'éléments spécifiques à la région, et puis un certain nombre d'autres documents d'éclairage qui ont été construits dans des cadres partenariaux, Agriscopie sur je dirais, des éléments d'état de l'agriculture et de ses filières en région, l'Observatoire Installation-Transmission, l'étude sur le devenir des installés en agriculture qui s'est terminée l'année dernière, et Oracle sur l'Observatoire sur le changement climatique et le diagnostic Varenne. De la même manière, ces éléments sont disponibles en ligne sur le site de la Chambre régionale et seront progressivement complétés par tout document de portée régionale intéressant à mettre dans les débats régionaux. Donc, comme je vous le disais, l'organisation régionale de la concertation va se faire en 3 temps. Le temps de la plénière aujourd'hui autour du partage des enjeux pour l'agriculture régionale, avec ensuite donc une prise de parole de Florent Gull sur les éléments du recensement agricole, et puis la prise de parole des 3 présidents de groupes techniques de cet après-midi, accompagnés des services de l'État et de la région, pour rappeler les éléments de contexte spécifiques sur ces groupes de travail. Cet après-midi, vous serez amené donc à participer au travail dans les groupes de travail de manière à identifier, d'une part, les objectifs stratégiques. Il nous semble important qu'au vu des périmètres, des champs des 3 groupes techniques, l'exercice qui nous est imposé de concentration de nos propositions ne va pas nous permettre d'aborder tous les sujets de ces groupes de travail. Donc il y a un travail qui va vous être demandé de prioriser les objectifs stratégiques et sur lesquels, progressivement, vont se construire les pistes de levier qui seront donc les propositions que nous ferons remonter au niveau national en réponse à ces problématiques. À l'issue de la plénière, et dès aujourd'hui, le lien est actif, il est attendu de l'ensemble des participants de contribuer d'ici la 2e réunion des groupes techniques qui se déroulera fin mars, début avril, donc à des dates qui vous seront communiquées dans les plus brefs délais. Vous pourrez contribuer directement sur un formulaire qui permettra de recueillir vos propositions de contribution. Ce formulaire nous permettra au fil de l'eau, comme vous l'avez compris, d'alimenter également les groupes techniques nationaux.
À l'issue de la deuxième réunion des groupes techniques, donc un travail de synthèse et donc de rédaction des propositions sera réalisé, de manière à aboutir à la plénière de clôture le 19 avril, à une priorisation des propositions que nous ferons remonter au titre d'Occitanie dans le cadre de ce débat. Même si certaines des contributions ne sont peut-être pas retenues à l'issue de cette plénière, d'autres moyens de contribution existent, hein, c'est-à-dire que l'inscription des différents réseaux participants à la réflexion dans les groupes de travail national, plus la consultation ensuite du public dans le cadre de cette concertation, peuvent être d'autres moyens de contribuer à l'élaboration du pacte et de la loi. Dernier point, une adresse spécifique, plutôt pour des aspects donc, logistiques ou techniques, est mise en place. Elle est à l'identique hein, dans chaque région et qui permettra de recueillir voilà, les difficultés que vous auriez ou les besoins d'explicitation. Donc, dernier point, concernant le cadre harmonisé des propositions à faire remonter, donc il est attendu, in fine, à la fin de ce travail, qu'on soit réellement donc, sur des propositions concrètes de réponses législatives, réglementaires, financières, d'organisation, qui permettent de résoudre des difficultés identifiées en région. Donc, lors de votre contribution sur le formulaire, hein, vous allez devoir répondre de manière précise à ces éléments-là. Donc, à quelle thématique est-ce que vous référez des 3 groupes techniques, la description de votre proposition, dans quel cadre de contexte régional et par rapport à quel enjeu stratégique régional cette proposition est formulée, et puis ensuite, voilà, de quel type de mesure il s'agit, une mesure réglementaire, législative, une initiative régionale qu'il semble utile de démultiplier et d'accompagner de manière plus ambitieuse au niveau national, et enfin, quels acteurs à mobiliser. Voilà pour les éléments de méthode sur le déroulé de la concertation, donc à la fois aujourd'hui et sur les 2 étapes à venir. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement rebalayer les résultats du recensement agricole de 2020, donc, qui nous donne bien l'évolution entre 2 recensements agricoles, donc sur 10 ans de la situation de l'agriculture en Occitanie. Je remercie au passage le service statistique de la DRAF et en particulier Jérôme Pignard, le chef de SRIZET, pour ces éléments-là. Beaucoup de choses ont déjà été dites par les différents intervenants, donc je vais être assez rapide et encore une fois, vous verrez que la présentation est très parlante. Donc on peut démarrer sur la première diapo. On l'a évoqué, l'évolution du nombre d'exploitations est significative. Elle est assez différente, c'est ce qu'on va pointer à plusieurs reprises, en Occitanie par rapport au niveau national, parce que même si la tendance est globalement la même, d'abord, premier élément, cette courbe qui baisse depuis au moins les années 70 de façon assez régulière, cette décroissance, elle s'est freinée, on le voit bien sur le graphique depuis la dernière période de référence, donc 2010-2020. Puisque en 2020, donc, on est à 64 300 exploitations en Occitanie. Ça fait donc moins 18% sur la période. On va voir tout à l'heure les facteurs d'explication qui sont assez variés, évidemment. Mais au niveau national, dans la même période, on est à moins 21%. Et surtout, dans la période précédente, on était à moins 25%. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est peut-être moins descendant que ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Sur la diapo suivante, de façon un peu parallèle, et c'est quelque part aussi rassurant sur la capacité à continuer à produire, c'est aussi un des facteurs explicatifs. On a une augmentation de la SAU moyenne par exploitation. Là aussi, un atypisme assez fort en région Occitanie, mais on le sait, ça a été dit par plusieurs intervenants, dont le président Denis Cartier. On est sur une agriculture avec des tailles d'exploitation qui est plus petite que la moyenne nationale, puisque en 2020, on est à 49 hectares en moyenne. Ça fait une progression de 8 hectares par rapport à il y a 10 ans, mais la moyenne nationale, elle, est à 29 hectares. Sur la diapo suivante, on voit quelque chose là qui est peut-être moins connu, qui est l'évolution par les 4 grands types d'exploitation. Alors c'est toujours difficile bien sûr de sérier en 4 grandes catégories, mais on a défini au niveau national ce critère de grande, moyenne, petite et micro-exploitation.
Et vous voyez que la diminution du nombre d'exploitations, donc le premier chiffre qu'on a vu tout à l'heure, est quand même très concentré sur les deux premières catégories, c'est-à-dire les exploitations dites micro ou petites, qui baissent de façon beaucoup plus importante en ratio que les exploitations moyennes ou grandes. Sur les exploitations dites grandes, on a une stabilité du nombre d'exploitations entre 2010 et 2020. Sur la diapo suivante, un phénomène important qui sans doute va beaucoup éclairer nos travaux. Il a en tout cas été mis très en avant pour ceux qui y participaient lors des assises de l'enseignement agricole le 12 janvier dernier, en particulier par l'intervention de François Purseigle, qui, comme vous le savez tous, je pense, vient de produire un livre avec François Hervieux sur la question de l'évolution du modèle agricole au sens de qui détient les exploitations agricoles et comment elles fonctionnent demain. On voit que l'augmentation importante dans la région des structures qui ne sont pas des exploitations individuelles, donc toutes les formes de regroupement, type GAEC, RL et autres regroupements d'entreprises ou formes sociétales, a déjà beaucoup progressé entre 2010 et 2020. Puisque même si, encore une fois, les exploitations individuelles sont encore une part importante de 70%, mais c'est finalement que 43% de la SAU. Donc on a déjà un phénomène, j'allais dire minoritaire en termes en tout cas de surface, dans le cadre de ces exploitations finalement un peu historiques du modèle français, qui d'ailleurs est assez atypique aussi au niveau européen. Et c'est aussi à ça qu'il va falloir qu'on se prépare dans cette concertation, à l'évolution d'un modèle sociétal plus grand dans les exploitations agricoles demain. Diapo suivante, merci. Donc concrètement, ça veut dire qu'on retrouve aujourd'hui un enjeu aussi fort, on l'a dit, sur le renouvellement des générations et sur l'emploi. Ce qu'on voit sur la comparaison, là encore une fois, entre les périodes 2010-2020, c'est que globalement, sur un certain nombre de secteurs, on a de types d'activités, on a une baisse, effectivement, donc notamment, j'y reviens sur les chefs d'exploitation et les associés actifs. Également, et de façon encore plus spectaculaire, vous le voyez, sur les membres de la famille travaillant de manière permanente, une chute de plus de 50% en 10 ans, ce qui est donc un phénomène vraiment majeur qu'il faudra prendre en compte. Et j'allais dire de façon parallèle, une augmentation de deux types de catégories dans cette nomenclature que l'on prend en compte. Les salariés permanents non familiaux, avec une augmentation de 18%, et une main-d'œuvre occasionnelle avec une augmentation de 10%. Donc ces phénomènes-là, ils vont, je pense, beaucoup structurer tout le groupe de travail numéro 2 sur la question de l'installation et de la transmission, mais pas que, c'est vrai sur les trois groupes de travail de toute façon. Point suivant important également, c'est évidemment, et ça va être la suite des dernières diapos, la question du type de production. Alors évidemment, tout le monde sait dans la salle qu'on a ces trois grands piliers dans la région entre les grandes cultures, la viticulture et l'élevage. Ce que l'on voit de façon extrêmement nette dans cette analyse, puisque finalement on est dans une baisse, on l'a dit au début, et dans cette baisse-là, elle est beaucoup moins importante, et voire elle finirait même par être relativement une progression, si on la compare à la baisse moyenne qu'on a pointée au départ. Donc ça veut dire que grande culture, viticulture sont un peu à part, et surtout grande culture. Par contre, sur l'ensemble des secteurs de l'élevage, on a une baisse très significative allant jusqu'à, pour les filières les plus impactées, je pense particulièrement à bovin-lait, à une baisse qui est à moins 40% entre 2010 et 2020 à nouveau. Donc ça, on parle bien sûr en nombre d'exploitations, mais on a vu tout à l'heure que ça pouvait inclure un regroupement de terres dans une même exploitation, mais en nombre d'exploitations, moins 40% sur bovin-lait par exemple. Diapo suivante. Alors ça c'est illustratif évidemment, dans une grande salle comme ça on peut la projeter, on ne pourrait pas la projeter partout, mais là on voit bien cette représentation que l'on connaît et qui est très caractéristique, alors à la fois d'une région, on l'a dit, beaucoup plus diversifiée, et on en revient aux exemples de comparaison d'autres régions de France que d'autres régions, effectivement. On a une agriculture très diverse, on le sait, mais on a quand même des grandes tendances territoriales que l'on retrouve, avec notamment une grosse zone viticole que l'on connaît, les grandes cultures, et puis davantage au nord et au sud de la région, les zones d'élevage. Ceci étant, encore une fois, c'est intéressant de voir les deux, à la fois des tendances fortes, mais aussi de la diversité dans tous les territoires, ou presque, peut-être un peu moins sur l'arc méditerranéen, c'est clair. Sur la diapo suivante, on va parler un peu des phénomènes d'âge. On l'a évoqué à plusieurs reprises et ça a été dit dans les propos liminaires, donc je ne vais pas insister beaucoup. On le voit très clairement sur ces pyramides des âges. L'évolution, là aussi, 2010-2020 est assez nette.
Et Monsieur le Préfet l'a dit notamment tout à l'heure, on s'apprête aussi, et on a déjà des projections très solides évidemment, sur la question de l'avenir. Donc ça aussi, c'est structurant pour les travaux de réflexion qu'on va avoir. Et enfin, sur les questions majeures du groupe 2, encore une fois sur installation-transmission, sur les installations qui sont inférieures au départ. Donc on a là aussi un phénomène, on l'a dit tout à l'heure, et le président Cartier l'avait rappelé, on n'est pas forcément dans une situation aussi défavorable que dans d'autres régions, mais la tendance est là. On a du mal à renouveler en termes d'installation autant que les départs. C'est clairement quelque chose où on est en dessous d'un rapport de 1, on va dire. Il y a moins d'installations que de départs. Ça se voit de façon très nette sur cette évolution-là. Et donc, effectivement, on a ciblé ces deux parties du graphique qui montrent bien qu'on a une population, si je puis dire, dans le monde agricole au sens large, hein, dans tout le sens qu'on l'a vu tout à l'heure, à la fois les chefs d'exploitation, mais aussi les salariés, qui est une population vieillissante. Mais encore une fois, c'est une tendance dans notre pays, comme dans la plupart des pays d'Europe, sur l'ensemble des métiers et l'ensemble de la population. Sur les installés récents, ce que l'on remarque d'important, parce que dans l'intérêt du recensement agricole, c'est qu'il est quand même assez fin dans ses analyses, et en plus on croise avec les bases de données également de l'INSEE, comme on l'a dit tout à l'heure. On se retrouve avec quelque chose d'intéressant sur quels sont les installés les plus récents. On voit qu'on a une augmentation du nombre de femmes, notamment dans la part des femmes qui sont chefs d'exploitation. On voit également des choses assez nettes sur l'augmentation du niveau de diplôme. Ça va aussi renvoyer de façon importante au groupe 1 sur la question de la formation, de l'orientation. C'est un phénomène très important qu'il faudra mesurer et probablement porter des recommandations sur le fait de l'amplifier. On a également la question des diplômes, je l'ai évoqué, pardon. Et puis davantage, évidemment, on le sait dans cette région, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, de part sur le bio et sur les circuits courts. Justement, sur ces éléments un peu de diversification, et sans revenir sur ce qui a été dit également par Ghislaine Alalké pour la région, on sait qu'on a un point important sur ces secteurs. On sait aussi que depuis un an, c'est des secteurs qu'on regarde tous avec beaucoup d'attention, parce que sur les signes de qualité, on sait qu'on est forcément par construction dans un marché qui n'est pas de l'entrée de marché, qu'on est plutôt sur de la moyenne gamme ou haut de gamme par rapport au consommateur final. Et on sait que depuis un an, avec l'inflation alimentaire, c'est une vraie difficulté que l'on rencontre tous. Donc là aussi, se projeter à un horizon 2040 va être difficile. Quelle part sur ces produits de qualité, à la fois sur le marché local en Occitanie, sur le marché français, mais aussi sur le marché mondial? Qu'est-ce qu'on est capable de conquérir? Comment on s'y prend? Là aussi, on aura des réflexions importantes. Et enfin, je crois qu'il reste... Non, voilà, on a terminé. Donc, merci pour votre attention. L'engagement ou l'orientation que nous demande le ministère, c'est que ces trois groupes qui ont été orientation et formation, il faut que ce soit piloté avec un binôme, d'abord un élu régional, un élu régional, élu de la Chambre régionale, avec Pierre Collin qui va arriver. Deuxième, ça c'est pour le groupe 2, donc Pierre Collin, Anne de Taille, voilà. Ça c'est le groupe 1. Après nous aurons le groupe installation-transmission qui est présidé par Clémence Biard, mais qui a un petit retard ici. Ah, c'est Christophe Isaya et Frédéric Cardon-Dubois qui viendra à la tribune. Et le groupe 3, c'est Jean-Claude Huc, le président de la Chambre du Tarn, et Pascal Bergeret pour la voilà. Donc voilà le déroulé. Donc sachant très bien que cet après-midi, Clémence Biard, qui est de la Chambre de l'Ariège et élue régionale, arrivera en début d'après-midi. Voilà. Vas-y Pierre. Bien, bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, monsieur le DRAF, cher Denis, chers élus, et en vos grades d'égalité, comme on dit. Voilà, on va vous présenter avec Anne de Taille, donc l'orientation et la formation sur le groupe de travail numéro 1. Avant cela, une petite définition.
La formation, c'est quoi? La formation, c'est la formation initiale. On en a eu les assises d'enseignement agricole il y a un mois de ça. On a parlé essentiellement de la future feuille de route des assises, donc pour ce qu'on souhaite en matière de formation dans la région. C'est la formation continue, c'est l'apprentissage, donc la formation tout au long de la vie. Voilà. Donc, accompagner vers et dans les métiers salariés et non salariés. Alors, quand je vous dis que la formation, c'est tout ça, c'est aussi un particularisme qu'on a en Occitanie, c'est que nous avons un comité de coordination et de concertation de l'enseignement et de la formation agricole, et c'est Anne de Taille, notre délégué académique, avec qui, du coup, avec la Chambre régionale Occitanie, nous avons l'habitude de travailler ensemble depuis 2019 et qui nous présentera ce qu'il en résulte. Donc cette habitude de travail fait qu'on est aujourd'hui tous les deux là aussi pour vous apporter ce témoignage de ce que représente la formation. Accompagner les transitions. Alors accompagner les transitions d'abord professionnelles, donc c'est l'accès au métier, avec une constatation, c'est que pour parler d'enseignement initial, il se porte bien, qui relève du ministère de l'Agriculture. Dans notre région, ça fonctionne bien. Beaucoup d'élèves avec beaucoup de qualifications derrière, d'insertion, donc ça c'est quelque chose de satisfaisant. Néanmoins, quand on regarde la pyramide des âges, eh bien on se rend compte qu'on se trouve face à une difficulté, c'est qu'il y aura plus de départs dans l'agriculture que de renouvellement derrière. En gros, le renouvellement des actifs, les installations ne suffiront pas à compenser les départs. Donc ça, c'est un défi qui nous est relevé et donc auquel il faudra y répondre de manière la plus pertinente possible, avec peut-être des nouvelles orientations à inscrire dans la loi ou de manière plus durable jusqu'en 2040, c'est un peu l'objectif du pacte. Alors, accompagner les professionnels au métier, dont le niveau de formation, le draft l'a dit, augmente, donc ça veut dire une adaptation derrière dans les processus, je dirais, scolaires, mais aussi d'autres transitions, celle du numérique, ça n'a échappé à personne, et notamment l'attractivité des jeunes par rapport au numérique, auquel il faudra y répondre d'une certaine manière. Sociétale, avec l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, mais de telle manière que ce ne soit pas l'un en opposition de l'autre, mais essayer de travailler ensemble, de telle manière qu'on n'ait pas des oppositions, qu'on soit dans le champ du faisable et du réalisable, et du climatique, parce que bien sûr les conditions de production seront amenées à évoluer, et avec un petit clin d'œil aussi pour insister sur le fait que si on veut donner d'attractivité aux jeunes dans le métier d'agriculteur, il faudra aussi de l'eau, et ça aussi, parce que si on demande que ce n'est pas possible de produire, ce sera compliqué. Répondre aux besoins des chefs d'entreprise en matière de compétences et d'emploi. Sachez que dans l'agriculture, d'emploi est largement représenté. L'agriculture est l'employeur majeur de la région en matière, l'agriculture et l'agroalimentaire, puisqu'il représente 160 000 emplois en 2018, dont plus de la moitié dans les exploitations agricoles. Le reste des emplois est réparti sur les services notamment, et aussi dans les coopératives agricoles. On constate une augmentation du nombre d'exploitants ayant recours à l'emploi salarié. Alors là aussi, on a un record, une particularité en Occitanie, c'est que 24% des exploitations utilisent des salariés, contre 20% il y a 10 ans, et nous sommes la deuxième région de France pourvoyeuse d'emploi. Donc voilà. Alors il faudra aussi être à l'écoute de l'attractivité des métiers, donc améliorer la qualité de vie au travail, puisqu'il faut savoir aussi qu'une autre particularité, c'est que nous avons un fort turnover, c'est-à-dire des salariés qui ne restent pas forcément dans l'emploi, dans l'agriculture, mais qui sont amenés à bouger dans leur travail. Donc du coup, il faut travailler sur à la fois la découverte des métiers de l'agriculture, mais aussi améliorer la qualité de vie au travail. Et ça, ce sont des leviers à trouver sur l'attractivité des métiers. Être à l'écoute des nouveaux profils, donc le niveau augmenté, pour mieux les orienter et leur proposer des parcours adaptés, avec des choix d'orientation. Je vous rappelle que c'est orientation et formation. Donc cet après-midi, on aura l'occasion aussi peut-être d'élaborer des pistes sur l'orientation. Et utiliser des moyens modernes pour servir à la pédagogie, et je pense notamment à tout ce qui est numérique, puisque les jeunes ont une bonne attractivité, voire forte attractivité. On l'a vu notamment aux assises d'enseignement agricole avec des témoignages de jeunes qui répondent très favorablement à ces nouveaux moyens d'accès à la pédagogie, mais aussi à la simulation, notamment de la conduite d'outils et la conduite de tracteurs. Donc voilà un peu dresser très rapidement les défis donc sur la partie agriculture. Je vais laisser la place à Anne de Taille, notre déléguée académique,
sur quels leviers déjà activés en Occitanie. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre. Sur quelques leviers évidemment qui sont déjà activés en Occitanie. Juste pour vous redonner un ou deux chiffres de plus, vous en avez déjà eu beaucoup, mais vous dire que l'enseignement agricole en Occitanie, donc 17 000 jeunes en formation scolaire, 4 000 apprentis environ, avec une stabilité, je dirais, des effectifs en formation scolaire et une croissance des apprentis de façon relativement significative. Entre 2017 et 2022, c'est quasiment 23% d'augmentation de jeunes apprentis, avec des jeunes qui sont inscrits dans des filières de production ou de transformation qui représentent selon les familles, du privé ou du public, entre 30 et 50% des apprenants dans l'enseignement secondaire et supérieur court. Donc quelques leviers d'action. Donc la région Occitanie, le DRAF Occitanie et la Chambre régionale d'agriculture ont fait le choix dès 2019 et suite à la loi de 2018 de créer en fait ce comité de concertation et de coordination de l'enseignement et de la formation agricole qui avait et qui a toujours pour objet d'avoir un temps d'échange et de construction des réponses aux problématiques qui peuvent se faire jour sur l'enseignement, l'emploi, la formation, et de façon très partenariale. Donc pour vous donner un exemple, nous travaillons donc, tous les ans, nous établissons un programme d'action et nous travaillons à la fois sur la carte des formations, mais également sur des besoins. Et l'un des derniers éléments qui a été travaillé, c'est par exemple sur les besoins en tractoristes qui ont été identifiés très, très largement dans notre région. Nous avons également nous avons fait le choix de partir ensemble au travers d'un consortium de 28 membres qui comporte à la fois de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur, dont d'ailleurs c'est l'école qui nous accueille aujourd'hui, la recherche, la profession, des instituts techniques, pour répondre à un appel à projet dans le cadre par exemple, de l'appel à projet compétences et métiers d'avenir sur la formation agriculture, agrivoltaïsme numérique. Donc vous voyez des métiers qui sont en devenir et en projection, et nous espérons évidemment être lauréats de cet appel à projet qui sera évidemment là aussi très important pour la suite et qui sera très engageant dans ces éléments de prospectif. Donc sur les assises de l'enseignement agricole, déjà pas mal de choses ont été dites, mais en gros, sur cette seconde édition, nous avons évidemment relevé un certain nombre de défis importants. L'attractivité des métiers et des formations sur lesquels nous serons amenés à proposer des pistes d'action cet après-midi. L'adaptation des formations aux grands enjeux et aux transitions également. Donc ça veut dire parler d'innovation, ça veut dire parler de formation des enseignants, des formateurs également, parce que c'est fondamental. Sans eux, on ne peut pas faire bouger non plus la suite. Parler d'accompagnement des projets en agriculture au travers du développement de l'entrepreneuriat, par exemple. Parler du rôle des exploitations agricoles et des ateliers technologiques qui sont présents dans les établissements de formation et qui ont aussi cette vocation d'innovation, de transfert, de démonstration, qui sont fondamentaux. Et parler, bien sûr, de souveraineté alimentaire. Beaucoup de choses ont déjà été dites là-dessus. Oui, juste un petit mot sur le 3CFA, donner un exemple un peu concret, parce qu'on parle aussi d'apprentissage, très important, avec des dispositifs nouveaux. Et avec aussi une particularité, c'est qu'en région Occitanie, nous avons aussi une mission d'évaluation. L'évaluation, c'est important de savoir si les politiques publiques sont en mesure de pouvoir apporter une réponse favorable ou pas. C'est bien. C'est bien parce que il faut un peu de temps d'échange ici, on ne fait pas le groupe. Alors juste un mot Denis parce que c'est la suite, il s'est inscrit sur un dispositif financé par la région dans le cadre du pacte pour l'embauche.
qui est le dispositif Diadème, qui a pour mission de remplacer donc la politique qui était menée précédemment donc à DEMA, donc pour à la fois découvrir donc une insertion sur la formation et en entreprise. Donc ça c'est quand même intéressant de le remettre en avant, sachant que c'était issu de la profession agricole avec la CPRE, la FRSEA, l'AREFA, les jeunes agriculteurs, les CUMA et les services de remplacement. C'est grâce à tout ce mutualisme-là qu'on a pu relancer à titre expérimental sur 3 départements en Occitanie. Mais on verra cet après-midi comment est-ce au moins on souhaitera le développer d'une manière plus pérenne et à l'ensemble des départements de l'Occitanie. Voilà. Et le lancement de la semaine d'agriculture par Pôle emploi en 2023. Voilà. Merci d'être concis. Je vous remercie. Oui, Christophe Fisalia et M. Cardon-Dubois pour la région. Voilà. Christophe qui fait l'intérim de Clément Sévillard qui arrivera tout à l'heure. Voilà. Allez, essayons d'être plus concis que M. Collet. Très bien. Alors, je vais pas revenir sur les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. Juste repréciser qu'on a quasiment 40% des chefs d'exploitation de la région qui ont 55 ans ou plus, qu'on est à 2300 installations d'agriculteurs chaque année, et que on a un nombre croissant de porteurs de projets à l'installation qui sont rencontrés tous les ans dans les points accueil installation et les structures d'accompagnement, avec une évolution quand même des profils de ces porteurs de projets en agriculture. Donc à peu près 5000 rencontrés en 2021, donc c'est quand même très important. On en a 68% qui ne sont pas d'origine agricole. On en a 1 sur 2 qui n'a pas de diplôme agricole. Et on en a un quart qui a plus de 40 ans. Voilà. Donc en fait, c'est des tendances lourdes en termes d'évolution et sur les profils et sur les projets portés par ces futurs agriculteurs. Revenir sur les résultats de l'étude réalisée en 2021 à la demande du CRIT et qui a été portée donc, par la Chambre régionale avec un certain nombre de structures membres du CRIT. Ça concerne en fait 20 000 installés entre 2009 et 2019 qui ont été enquêtés et on a eu à peu près 1000 réponses. Voilà. Qu'est-ce qui ressort dans les déclarations de ces nouveaux agriculteurs par rapport à facteurs facilitateurs pour leur installation en fait? Être diplômé en agriculture et avoir des compétences techniques et entrepreneuriales. Souvent avoir une expérience antérieure, avoir travaillé avant de s'installer, voilà. Reprendre une exploitation ou intégrer une structure existante plutôt que créer une nouvelle structure, voilà, notamment pour des aspects de difficulté de démarrage les premières années, de trésorerie. Voilà. Bénéficier d'un accompagnement et d'aide à l'installation, puisqu'en fait ça permet de structurer, réfléchir les projets. Chercher à créer de la valeur ajoutée dans l'installation, à l'image de ce qui a été dit tout à l'heure. Et travailler son projet d'installation en s'assurant de la cohérence globale du projet, c'est-à-dire les choix techniques, économiques, financiers, mais également tous les aspects humains liés au travail et à la relation avec l'environnement autour de l'exploitation. Et puis, être accompagné avant et après le projet, ça c'est essentiel en termes de réussite, et l'implication dans la vie professionnelle et locale, puisqu'en termes d'intégration, coup de main avec l'extérieur, et puis ouverture sur le monde agricole et le monde local. Voilà. Globalement, ce qui ressort très rapidement de cette étude réalisée donc en 2021 et qui figure dans les documents et les ressources régionales qui vous sont proposées, dont a parlé Christophe Placé tout à l'heure. Merci. Et en complément de ce qui a été exprimé, également pour valoriser aussi ce qui a été produit lors des assises de l'enseignement agricole dont on a parlé juste avant, et des travaux préparatoires du PSN, 2 ou 3 enjeux qui nous semblent utiles de mettre en avant. Le premier, et il est important aussi pour la région, d'accompagner la diversité des parcours d'installation. C'est très immédiat par rapport à ce qui a été présenté là. La diversité des parcours d'installation, la diversité des porteurs de projets,
la diversité aussi des projets d'installation et de transmission. Comment accompagner, comment permettre à cette diversité de profils, de projets, de concrétiser leurs projets avec les meilleurs facteurs de réussite et de résultats en termes de rémunération. Et comment également prendre en compte, ou mieux prendre en compte, l'étape de transmission des exploitations agricoles, ce qui, notamment pour relever le taux de remplacement, ça a été évoqué par M. Gull, en ayant en tête les besoins des territoires et les besoins des filières. Le deuxième enjeu que l'on souhaitait mettre en avant, mais il y en aura certainement d'autres cet après-midi, mobiliser la phase d'installation et de transmission comme un des leviers de la transition agroécologique et d'adaptation au changement climatique. C'est une phase essentielle de définition, de redéfinition des facteurs de production, des moyens de production, et qui doit permettre de mieux articuler agriculture durable avec installation et transmission. Et enfin, un levier pour des exploitations agricoles plus robustes, plus adaptables, on parle de résilience, pour faire face aux nombreuses incertitudes que vous connaissez, qui ont été évoquées, crise économique, environnementale, naturelle, climatique, etc. Les assises de l'enseignement agricole ont mis en avant la nécessité de renforcer le socle de compétences pour les futurs chefs d'exploitation, pour les salariés également, pour être en mesure de mieux gérer cette complexité et cette incertitude. Comment poursuit-on effectivement ce défi? Et enfin, robustesse et résilience font aussi appel, il me semble, aux conditions de travail, à l'organisation du travail et à la recherche aussi d'un autre équilibre entre chefs d'exploitation et salariat et une organisation au niveau de l'exploitation agricole de ces formes de travail. C'est aussi un des enjeux qui a été issu des assises de l'enseignement agricole et qui a été rappelé aussi dans les présentations de ce matin. Voilà pour cette présentation de ce GT2. Merci. Merci. Donc là, avant les questions, Jean-Claude qui va faire clairement l'exposé à M. Berger. Merci. Oui, il me revient avec M. Bergeret de la DRAP de vous présenter le groupe de travail numéro 3. Tout d'abord, merci à vous, Monsieur le Préfet, et à vous, Messieurs les directeurs et directrices, de participer au lancement de ce travail qui a été demandé aux chambres régionales au niveau national. Vous l'avez certainement remarqué en arrivant ici, Monsieur le Préfet. J'espère que le travail qu'on nous demande mettra aussi en avant la particularité de cette région. Quelques mots ont été prononcés ce matin et par les différents intervenants. Madame la directrice qui représentait la région tout à l'heure a donné 4 points qui me semblent assez primordiaux. L'agriculture en Occitanie, c'est le premier pilier de l'économie régionale, 765 000 emplois, c'est la représentation de la deuxième région agricole française, et c'est, elle l'a dit, aussi la meilleure région bio d'Europe, mais c'est surtout, pour moi, chambre d'agriculture de mon département du Tarn, mais aussi régionale, la région où les revenus agricoles sont les plus faibles. Certainement que le fait d'avoir choisi d'avoir un grand nombre d'agriculteurs, il est certainement pour quelque chose, mais c'est un choix qui a été fait et je pense que socialement pour l'ensemble du territoire, c'est important de le souligner et de le rappeler. Mais je pense quand même qu'on a aussi, malgré les nombreux soutiens et les nombreux signes de qualité, un gros défi, celui de la valeur ajoutée dans cette région. Alors, le président Carottier, tout à l'heure, lui a fait allusion à quelques moyens. Je pense que dans le contexte agroclimatique que l'on vit dans notre région, alors des événements un peu exceptionnels qui passent du gel il y a 2 ans à la sécheresse l'an dernier, qui font que quand on est dans une région où déjà les handicaps naturels sont importants,
tous ces éléments-là vont l'aggraver. Je pense qu'il est très important de travailler, et je remercie Chambre d'Agriculture France de s'être emparé de ce travail pour répondre à la demande nationale du ministère de l'Agriculture et du Président de la République de donner une orientation à notre agriculture pour les 20 ou 30 ans à venir. Je pense que l'impérieuse nécessité de créer de la valeur ajoutée devient de plus en plus flagrante aujourd'hui dans tous les territoires. Je pense qu'il serait dans une des grandes régions françaises avec autant de différences de production que de territoire, il serait dangereux de privilégier les territoires. Vous avez fait tout à l'heure, monsieur le préfet, allusion au bassin pyrénéen. L'Occitanie, c'est aussi une grande partie qui est arrosée et par le Massif central, donc avec des événements climatiques méditerranéens de plus en plus flagrants et fréquents. Je pense qu'il est très important de travailler sur les moyens de production. Le président a prononcé le mot eau ou foncier tout à l'heure, mais je pense que dans une région aussi différente que la nôtre, je pense que les productions seront différentes et on aura obligatoirement besoin d'agroéquipements différents, les nécessités d'intrants sont différentes en fonction de la production, donc je pense que cette différence-là doit être mise en avant. Je pense qu'il faut savoir utiliser le savoir-faire et les compétences des agriculteurs aujourd'hui. Je pense que ces choses-là sont quelque chose d'important. Mes prédécesseurs ont parlé autant en formation qu'en installation de l'attractivité des métiers. Et je crois qu'il est du ressort des chambres d'agriculture de montrer à notre société l'intérêt de s'installer dans l'agriculture et de produire dans nos régions. Et puis, voilà, il y a deux impératifs qui sont le premier, répondre à cette évolution démographique qui fait que notre région qui va avoir besoin, vous l'avez dit monsieur le préfet, la différence entre la région d'où vous venez et celle où vous arrivez, la différence de population qui va augmenter ici quand elle diminue ailleurs et qui aura obligatoirement des besoins différents d'alimentation, d'un cadre de vie différent qui fait que voilà, les agriculteurs doivent valoriser ces démarches-là et valoriser aussi les démarches de qualité qui sont une des réponses à la demande de notre société aujourd'hui. Donc voilà quelques mots et je laisserai le travail, le président l'a fait remarquer tout à l'heure, laissons le travail aussi aux gens qui participeront au groupe de travail cet après-midi. Je pense que c'est quelques enjeux et quelques défis qu'il nous faut relever. Monsieur Bergeret, je vous donne la parole. Merci, monsieur Huc. Alors, pour parler de vision maintenant, il ne s'agit pas maintenant, au stade où on en est, de vous dire quelle est la vision, d'imposer une vision, quoi que ce soit, mais de donner quelques éléments, parce que ça fait partie aussi des choses obligatoires pour pouvoir déterminer un plan d'action efficace, c'est de se mettre d'accord sur une vision. Alors là, c'est quelques éléments qui sont soumis à votre réflexion. On en reparlera cet après-midi en groupe de travail. Premier élément, c'est qu'il faut absolument avoir une vision de l'agriculture qui relie la résilience et la performance économique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un revenu décent des agriculteurs, on ne peut pas parler de résilience, on ne peut pas parler de transition. Donc ça, c'est un prérequis. Ensuite, le fait que, malheureusement, si je puis dire, on n'a pas de modèle unique de transition. C'est très compliqué. Il y a des trajectoires individualisées. Donc chaque exploitation doit mettre en œuvre des chemins de transition. Et c'est une difficulté majeure, évidemment. Et donc jouer sur des combinaisons de leviers choisis par l'agriculteur. Et puis bien, encore une fois, ces leviers, s'ils ne donnent pas un résultat économique satisfaisant, ils ne seront pas choisis par l'agriculteur. Donc il y a cette précondition économique importante. Et là, bon, monsieur le préfet y a fait allusion ce matin, on a quand même une foule de travaux, une foule de réflexions qui ont déjà été conduites, notamment à l'occasion des travaux du Varenne de l'eau en région, de Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, c'est important de le dire, où on a toute une série de leviers qui ont été déjà discutés, identifiés, et qu'on doit pouvoir valoriser ces travaux. Voilà, donc il s'agit d'une vision systémique, ce n'est pas une partie des exploitations qui doit changer, c'est l'ensemble du système d'exploitation et aussi des relations du système d'exploitation avec son milieu. Hein, c'est donc une approche tout à fait systémique et complexe
qui doit aboutir à une transformation globale, on l'a dit, de l'ensemble de l'exploitation, mais qui fait l'objet d'un plan d'action, d'une planification. Il ne s'agit pas d'aller vers l'inconnu. Et donc les exploitants ont besoin d'avoir des repères, d'avoir des étapes planifiées et compatibles avec la réalité économique et la capacité d'adaptation de chaque exploitation. Donc là, on a un grand besoin d'accompagnement et si possible d'accompagnement individuel. C'est un grand défi, notamment pour les nouveaux installés. On en a parlé lors du groupe précédent. Voilà, alors il y a en Occitanie, on a vu dans les diapositives de Florent Bull une diversité de territoires énorme et chacun de ces territoires, eh bien, il conditionne les leviers de transition. Et il y a aussi une diversité d'enjeux, on l'a dit, enjeux démographiques, enjeux environnementaux, etc. Voilà. Et donc, pour relever ce défi, il faut avoir une vision dans laquelle on a un engagement massif de tous, les acteurs économiques, mais aussi les acteurs de la recherche et développement, qui doivent se mobiliser de manière complètement massive pour pouvoir arriver à généraliser ces chemins de transition et donc des masses critiques qui sont nécessaires si on veut avoir un impact. Voilà. Et puis, l'évolution de l'agriculture ne se fera pas en vase clos. Il y a toutes les attentes sociétales, on l'a vu, des enjeux à partager avec le reste de la société sur l'agriculture et sur l'alimentation. Merci. 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 Donc avant de passer au buffet, est-ce qu'il y a quelques questions? On a encore une main qui se lève. Hein. La jeunesse, c'est bien. Là-haut. Et si vous pouvez vous présenter chaque fois, parce que comme c'est enregistré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Romain Deléris, vice-président pour les jeunes agriculteurs Occitanie. Je voudrais introduire mes propos par vous dire tout l'engouement, toute l'énergie et toute l'ambition que le réseau Jeunes Agriculteurs souhaite mettre dans ce travail-là de cette concertation, la mobilisation dont on a fait preuve pour faire valoir notre expertise sur l'ensemble de ces sujets. Vous dire également que le sujet de la souveraineté alimentaire est un sujet qui nous préoccupe évidemment, qui doit se décliner sur nos territoires par une agriculture qui est présente partout, sur tous les territoires, pour évidemment la vitalité de nos territoires, qu'elle soit à la fois sociale, bien évidemment, mais évidemment également économique. L'économie est structurée fortement par le monde agricole dans cette région, ça a été dit. Elle se doit d'être rémunératrice pour nos producteurs. C'est l'acte de production, évidemment, qui doit être le premier chef de file de la valorisation du travail. Cette production doit être à la fois qualitative, mais aussi quantitative, ne l'oublions pas. Le revenu est le premier levier d'attractivité de notre métier, mais évidemment, il n'est pas le seul, et c'est là-dessus que je voudrais insister. L'aspect humain de notre métier est primordial. Les tendances et les attentes des porteurs de projets aujourd'hui dans le rapport au travail évoluent nettement. La vivabilité qui, à mon sens, est aussi importante aujourd'hui que le rôle économique de notre métier, doit insister sur les aspects humains, à la fois dans les procédures d'accès au métier lors de l'installation, mais aussi est également fortement à prendre en compte dans les dispositifs de transmission. Ne l'oublions pas, la retraite n'est pas la ligne d'arrivée, pensons également au projet post-professionnel de nos futurs cédants. Merci à vous. Merci. Merci. Hop. Merci, bonjour à tous, Olivier Beaufils. Je représente l'interprofession laitière et j'excuse Benoît Gransagne qui ne pouvait pas être là et qui m'a chargé de le représenter. Plus précisément, je représente le collège coopératif et encore plus précisément la coopérative Sodial. Je me permets de prendre la parole et vous remercier de ces échanges pour soulever un point de vigilance par rapport aux filières, parce que je pense qu'on ne réussira une souveraineté alimentaire pour tous que si on s'appuie aussi sur des filières et sur des filières structurées et fortes qui sont présentes en Occitanie. On a cette chance sur la filière laitière d'avoir les trois brebis, chèvres et bovins lait. Et je voudrais insister aussi sur le fait qu'on a vu dans la présentation de la DRAF que c'était
celle qui avait certainement le plus reculé dans la région. Mais si on trouve de la résilience pour les plus fragiles, je dis bien les plus fragiles, pas les plus faibles, parce que nous ne sommes pas faibles, on entrera pour tous les autres. Et si c'est vrai pour une filière en Occitanie, ce sera vrai pour la région et ce sera vrai pour les autres régions. Donc voilà, j'attire votre attention sur ce point-là et savoir quelle souveraineté alimentaire on souhaite, si c'est une souveraineté alimentaire pour tous ou si c'est une souveraineté alimentaire premium, même si je pense qu'elles sont complémentaires, elles doivent l'être. Merci. Merci, oui, mais bon, ça on le débattra dans le groupe. Jean-Pierre, tu voulais. Ça, je l'ai dit, hein, on en parlera dans le groupe 3. Bien sûr qu'il faut une activité, une économie et des territoires vivants, mais il faut surtout être structuré et à l'export et pour la proximité. Jean-Pierre Arcoutel. Tu viens de dire à l'instant ce que je voulais rappeler. Quand tu as vu que j'ai demandé le micro, tu t'en doutais. Non, Jean-Pierre Arcoutel, président de la coopération agricole. Juste pour rappeler qu'il nous faut parler de formation, d'installation et aussi tous les sujets qui ont été présentés là pour le groupe 3. Mais on a aussi, ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, il ne faut pas perdre de vue cette notion économique. Comme vient de le dire à l'instant aussi mon collègue, une alimentation de qualité, c'est quelque chose aussi qu'on a su mettre en avant depuis des années et on a su, dans notre difficulté, malgré tout, créer de la valeur. Mais il ne faut pas perdre cette notion d'économie, cette notion de marché, qui est toujours important, hein, parce qu'on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche dans notre région. Donc cette organisation économique, est très très importante, malgré les handicaps qu'on peut avoir dans cette région. On a pu le voir depuis quelques années où il y a eu des nouvelles orientations, mais à côté de ça, on a des outils économiques aujourd'hui qui ont du mal à trouver un approvisionnement suffisant dans la région, quoi. Donc, à nous de voir maintenant comment, tout en proposant des évolutions, on arrive à conserver cette production, parce qu'on a aussi des orientations qui nous a amenés, voire même dans certains cas, et l'exemple qui vient d'être cité à l'instant, l'exemple du lait, c'était une région qui produisait énormément de lait. Le lait, dans certains coins, a complètement disparu, alors qu'on a des consommateurs qui nous demandent du lait, et ainsi de suite, quoi. Donc, cette notion d'économie et d'organisation économique, et si besoin, la coopération agricole est au service de tout le monde, quoi, pour aider à cette organisation-là. Bien sûr, mais on sera au groupe 3, bien sûr, la réaction, ce sera ça. Il y avait Philippe qui a levé la main, Philippe Jougla, président de la FRSA. Oui, oui. Et le beurre. C'est bon, le micro marche, oui. Oui, donc Philippe Jougla, FRSA. Voilà, revenir peut-être sur quelques éléments de constat partagés. Pour la FRSA, on adhère très largement à ce qui était présenté. Sur ce que dit M. Gull, je voudrais remettre l'accent sur le mur démographique. Et je pense que c'est l'objet de l'exercice qui est proposé aujourd'hui. Il a de façon très pertinente aussi mis l'accent sur la question de la valeur ajoutée et de la crise que traversent aujourd'hui les produits sous signe officiel de qualité. Ce n'est pas tout à fait dans l'exercice, mais c'est un point d'actualité qui me semble important à travailler pour la région. Ensuite, j'ai entendu les questions de transition agroécologique. Rappelez que dans l'étude Climat-Gris, la région Occitanie a déjà fait une grande partie du chemin de la transition et du chemin que s'est fixé, de la feuille de route qui a été fixée au niveau national de réduction des gaz à effet de serre, parce que l'agriculture d'Occitanie est déjà une des agricultures les moins carbonées de France. Donc, ne pas vouloir faire transition pour transition,
mais pensons à valoriser l'actif, à valoriser ce qui a déjà été fait. Voilà, ça c'était le petit bémol à apporter sur le constat partagé. Et ensuite, puisque j'ai demandé la parole, c'est peut-être aussi pour inviter tout le monde à s'inscrire dans le cadre qui a été posé par la Chambre régionale, mais peut-être aussi un petit peu en sortir. L'exercice porte sur un pacte, une loi d'orientation agricole. Ne nous interdisons pas de poser des éléments du pacte, ne restons pas uniquement sur les éléments réglementaires. On a aussi des éléments de pacte à porter en tant qu'Occitanie. Donc osons aussi parler d'un contrat avec la société. Et puis le dernier point, c'est que nous avons la parole en région. Ne laissons pas, et c'est une occasion de ne pas laisser seulement aux centrales parisiennes l'idée d'imaginer la loi. Pensons à déconcentration, décentralisation, on a des choses à dire aussi là-dessus. Je prends la parole non pas pour répondre à ce que disait Philippe Jougla, pour rebondir sur un point qui était déjà un rebond de ce que j'avais dit, mais on pourrait durer longtemps. Un point important sur la question valeur ajoutée, crise de certains secteurs aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est compliqué de se projeter en 2040 et de raisonner sur ce qui s'est passé en 2022, sur ce qui va se passer, mais n'empêche que vous avez raison. Ce qui pourrait manquer dans notre concertation, parce que c'est compliqué à faire évidemment, c'est de pouvoir se projeter aussi sur des marchés à venir, quand Jean-Pierre Arcoutel dit les consommateurs continuent à vouloir du lait, oui, aujourd'hui, oui, est-ce que demain le même produit ou pas, etc. Donc on a aussi des travaux assez intéressants, ça a été évoqué d'ailleurs pendant là aussi les assises de l'enseignement agricole le 12 janvier, avec la présence cette fois-ci de Nicolas Bricas de la chaire UNESCO de Montpellier. Je pense qu'on a des ressources effectivement dans la région pour réfléchir à l'échelle régionale, je suis d'accord avec vous, à des segments de marché qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui réussi à conquérir, qui sont à grande valeur ajoutée. On a des consommateurs qui évoluent, parfois sur des segments qui ne nous arrangent pas et qui ne sont pas forcément durables ni intéressants, mais inversement, il y a des choses, des vraies pépites qu'on a, qu'il ne faut pas rater, et ça, c'est vrai que ce n'est pas très clair dans les trois groupes, je pense que c'est transverse à tout ça, mais il faut en tenir compte, et je vous rejoins complètement là-dessus. Merci. Pardon, merci, je laisse la parole après. Pour rebondir sur les derniers propos de Florent Gull, effectivement, l'adaptation, qu'on ne voit pas l'agriculture par le seul prisme de la production, mais obligatoirement et en premier lieu par le débouché et qui va consommer les produits à la fin. Et vous l'avez dit, monsieur le directeur, je suis d'accord avec vous, c'est un aspect qu'on ne perçoit pas dans ces trois, mais préoccupons-nous de qui mange nos produits et comment et où. Et qui les boit éventuellement aussi, ça fait partie des sujets d'actualité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que je ne sais pas lire là-dedans aussi, c'est comment on valorise notre métier et ce qu'on produit. Parce qu'aujourd'hui, trop souvent, quand on parle d'agriculture, c'est pour en parler en mal. Or, on a une des agricultures les plus sûres au monde. Et il faut rassurer les gens, 3 fois par jour, ils ouvrent le frigo pour casser la croûte, c'est ce que nous produisons, c'est ce sur quoi nous travaillons tous les jours. Et il faut le mettre en avant, et il faut le valoriser et dire aux gens et aux jeunes, justement pour le coup aussi, qui veulent s'engager dans ce métier, tous les jours, il y a des gens qui mangeront. Et on a besoin de nos agriculteurs tous les jours. Tu as raison, Joël. Il y avait pardon. Oui, donc Michel Duru, je suis à l'INRAE, chargé de mission actuellement, et je représente Pierre Benoît-Joly, qui est président du centre et délégué régional de l'ensemble de la région Occitanie. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur d'NCA, donc l'INRA est pleinement investi dans les grands sujets du moment, et de plus en plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc vous avez beaucoup insisté sur la transition agricole ou agroécologique, et en écho à ce qui vient d'être dit, ce qu'on développe à l'INRA, c'est de dire que l'agriculture, certes, elle a des impacts, mais elle peut rendre des services à la société. Et donc c'est bien cet équilibre, cette double facette qu'il faut reconnaître. La deuxième chose, peut-être, qui n'est pas assez mise en avant, c'est qu'il y a bien la transition agricole, mais il y a une transition alimentaire. Et l'enjeu, c'est de mettre en cohérence la transition agricole et la transition alimentaire. Et l'élevage, qui est un sujet chaud, comme vous le savez tous, il a un rôle clé à jouer. Et puis enfin, peut-être ce que monte en puissance, peut-être qu'il faut souligner aussi,
c'est la transition énergétique. Et il y a plusieurs leviers, agrivoltaïsme, méthanisation. Donc voilà ce que je tenais à souligner. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a... Ah, monsieur le directeur, si. Une question, voilà. Alors, ce sont juste deux choses. Pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, je pense qu'il y a aussi une question de valorisation de la contribution écosystémique de l'agriculture. Il ne s'agit pas seulement que de nourrir, il y a aussi tout un tas d'autres choses, le maintien du tissu rural, l'animation et le développement des territoires, qui sont des éléments essentiels, qui sont des sujets anciens. Déjà dans les années 95, l'Union européenne se penchait sur la valorisation de ses services rendus. Et la deuxième chose, mais qui n'a absolument rien à voir, c'est pour présenter des excuses à tout le monde, parce qu'il fait quand même très froid dans l'amphi. Là, une question, Myriam, au milieu. Oui, bonjour, je m'appelle Vincent Boyer, je suis représentant de l'association Terre de Liens. Alors n'y voyez pas de critique, mais depuis le départ, la parole a été prise par les institutionnels et les chambres consulaires. C'est très bien et merci de nous accueillir. Donc Terre de Liens, nous, on fait appel à de l'épargne populaire citoyenne pour acheter du foncier et installer des porteurs de projets en agroécologie depuis 20 ans. Mais je suis aussi là pour dire qu'il y a un ensemble de partenaires et d'acteurs, parce qu'on parlait de diversité des porteurs de projets, diversité de production, etc. Pour vous dire que vous avez ici le CIVAM, vous avez ici l'ADR, vous avez ici Bio-Occitanie, vous avez des membres de représentants des réseaux d'espaces tests agricoles. Donc on est des acteurs de la diversification, si vous voulez, dans l'accompagnement, dans l'installation, dans la transmission. Voilà, et que j'ai entendu, Monsieur le Président, votre intervention tout à l'heure. Si on est présent et vous nous laissez la parole, on essaiera d'apporter aussi notre écho à ce travail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, devant, madame. Oui, bonjour. Virginie Firmin, donc coordinatrice du groupement technique vétérinaire Occitanie. Donc je voudrais juste apporter un point de vigilance, comme ça a été fait tout à l'heure dans l'approche globale de l'élevage. Ne pas oublier une difficulté qu'il y a en Occitanie, mais comme tout en France, c'est la désertification des vétérinaires en activité rurale. Et donc voilà, le monde de l'élevage sera totalement impacté par cette désertification. Comme je dis souvent, les vétérinaires peuvent faire autre chose et partir sur de l'activité canine. L'éleveur, lui, n'aura plus son vétérinaire. Donc il y a vraiment un travail de collaboration et d'action à mettre en place avec les acteurs de l'élevage pour lutter contre cette désertification. Oui, ça faisait partie du sujet d'hier, nous, à la Chambre d'agriculture en France, c'était ça. Il y a des endroits, il manque des docteurs, il manque aussi des vétérinaires, donc on ne va pas dire qu'on va jumeler la fonction, mais bon, il vaut mieux quand même des vétérinaires qui soignent les bêtes, des animaux comestibles, plutôt que des serpents ou des perroquets, parce que j'ai bien compris la problématique des vétérinaires, ils veulent tous s'installer dans la périphérie, les grandes métropoles pour soigner ça, ce que je viens de dire. Bref, enfin oui. Bonjour, Monsieur Balache, la Confédération paysanne. On est dans un cadre de loi d'orientation agricole qui fait suite à maintes lois d'orientation agricole et effectivement des changements un peu vraiment d'orientation agricole qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Et il y a un point qui n'est pas évoqué, alors ça ne concerne pas spécialement la région, c'est quand même la fiscalité au niveau agricole. Les fiscalités qui se succèdent depuis 60 ans, elles favorisent quand même la capitalisation, l'agrandissement, la capitalisation, et que ça entraîne après des successions extrêmement compliquées. On sait que la ferme France, globalement, est surmécanisée. Je crois que là, il faut revoir au niveau de la fiscalité, d'avoir une fiscalité qui arrête de favoriser cette surcapitalisation. Ça ne concerne pas la région Midi-Pyrénées, mais enfin, on est
on est Occitanie, pardon, on est quand même dans un cadre de loi d'orientation agricole qui doit être bien plus large, et notamment dans cette fiscalité fondamentale. Le point, c'est, oui, tu as raison, mais on peut faire l'éventail de ceux qu'il aurait fallu mettre. Moi, ce qu'a dit Joël Bouet ou Jean-Pierre Arcoutel, il y a 3 groupes, ils nous sont imposés. Il y en a d'autres qui pourraient me dire, je vais vous faire les questions-réponses, on pourrait me dire qu'il faut mettre la biodiversité. Bon, ça aurait pu être le sujet. Le sujet central, ça aurait été pour moi l'économie et comment on organise les filières et comment derrière ça on peut décliner l'évolution qu'on a faite techniquement, de réduction d'intrants, etc., etc. C'était ça, mais bon, ça veut dire que c'est un truc imposé. On pourra éventuellement le faire remonter dans la rédaction, mais ce n'est pas l'objet de la commande qui nous est passée. Tu l'as dit, pardon. Si, je crois que ça concerne la transmission des fermes. On a des fermes qui sont intransmissibles maintenant. On va arriver à la finance dans la reprise du capital des fermes. Donc je crois que dans le cadre de la transmission, la fiscalité, elle peut être très importante. D'accord. Il y avait... Pardon, oui. Madame. Amandine. Bonjour. Marie Corbel, directrice technique à l'interprofession des vins du Languedoc. Ouais, tu vois plus clair. J'ai une question, une interrogation justement sur cette question approche filière, parce que je pense que nous en viticulture on n'est pas sur les mêmes problématiques que sur l'élevage. Comment on va pouvoir les traiter sur des groupes de travail qui sont quand même très généralistes? Je vous donne un exemple, par exemple sur la question énergétique, sur la transition énergétique. La question des parcs photovoltaïques ne sera pas traitée de la même façon pour la filière viticole que pour l'élevage. Et je me questionne en fait sur vraiment l'opérationnalité de faire des groupes de travail qui ne sont pas dans une approche filière. Mais oui, Marie, mais... Ah, vas-y. Oui, effectivement, c'est une des problématiques, hein, mais comme l'a dit le président, on est dans le cadre un peu d'un exercice imposé, c'est-à-dire que le guide de la concertation définit, comme au niveau national, le périmètre des 3 groupes de travail, et c'est vrai que c'est un élément qu'on a bien identifié depuis le début de ces travaux, c'est qu'il n'y a pas d'entrée filière et pas d'entrée, économique particulièrement bien identifiée. L'objectif, c'est bien au travers des groupes de travail de pouvoir consolider ces approches filières au sein des thématiques. Et donc concrètement, la question énergétique, elle va être traitée dans le groupe 3. Alors, il pourra y avoir des entrées spécifiques pour certaines filières, mais voilà, on est dans un cadre... On est dans un cadre sur lequel on nous a donné la marche à suivre et qu'on doit mener. Alors même si on peut éventuellement un petit peu déroger, mais il n'est pas prévu d'organisation par des réflexions par filière, mais bien au sein des 3 groupes thématiques. C'est pas d'autres questions. C'est pas redire que pour le groupe 1, je vous dirai ça, bon, pour le 3, déjà, le groupe 3, c'est tout ce qui est transition, changement climatique, les questions qui ont été posées, c'est ici, donc à 13h30 précise. Là, il y a un buffet avant, à 13h30. Donc, le groupe 3 ici, tout ce qui est adaptation, problématique, changement climatique dans l'amphi, pour tout ce qui est installation des GIA, oui. Installation des GIA, c'est le groupe numéro 2. C'est la salle PRM, je ne sais pas ce que c'est. PRM, bon, voilà. Ouais. Je crois qu'il manquait une syllabe, bon, bref, ou une voyelle. Et le groupe 1, c'est orientation Pierre Collin et Anne de Taille, vous les suivez, c'est à la salle Agora. C'est fléché, tout est fléché. Très bien, donc là vous avez un buffet, j'espère, voilà, donc ça suffira. Je sais qu'il y a des produits liquides de la région, du sud-ouest et de Pays d'Oc. Et bon appétit et à tout à l'heure, 13h30 précis.
on pourra fermer l'amphi, donc si vous avez des choses à laisser dans la salle, vous pouvez le faire.